Bonjour, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur Découvrez votre style de manager, Epiphyte, Napoléon ou Jésus. Je serai accompagné pour l'animation de ce webinaire de notre ami Laurent Gouzen, qui va tout à l'heure se présenter. Bonjour. Voilà, bonjour Laurent. Nous sommes en principe près de 300 participants à s'être inscrits à ce webinaire. Je vois que ça arrive en permanence. Je vois des bonjours de toute la France, voire d'Afrique du Nord. Je vois que nos amis de Tunisie et du Maroc nous saluent. Je vous salue bien. L'Espagne aussi. Je vois Jacques Belmonte d'Espagne qui nous envoie son coucou. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire que vous entendez bien le son et que vous nous voyez bien. Voilà. Donc, nous allons démarrer notre webinaire. Voilà. Donc, il est organisé, vous l'avez bien compris, par le Florian Mentionne Institut, un cabinet de conseil en ressources humaines que j'ai créé en 1976 à Montpellier, qui est maintenant présent dans une vingtaine de villes en France et à l'étranger, et qui regroupe les activités principales dans le domaine du conseil en ressources humaines, c'est-à-dire le conseil en recrutement, l'outplacement, la formation, le coaching, les bilans de compétences, les audits humains et organisationnels. Aujourd'hui, donc, le cabinet est dirigé par Augustin Valero et par Loïc Buyère, et notre projet consiste bien sûr à se développer en permanence. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai créé le cabinet en 1976, après avoir fait Subdeco Toulouse, Sciences Po Toulouse et Sciences Éco à Paris 1. Et je suis auteur d'un grand nombre de livres. C'est justement ces derniers livres que j'ai rédigés sur le management qui m'ont incité à faire ce webinaire. Voilà, pour une présentation très, très formelle et très rapide. Je laisse la parole à Laurent qui va bientôt se présenter. Et je serai tout aussi rapide que toi, Florian. Laurent Ah, tu vas Gouzen. être plus long, hein, moi. Voilà. Non, il n'y a pas d'intérêt à être plus long. Laurent Gouzen, donc je suis consultant au sein du cabinet Florian Mentionne Institut, consultant essentiellement sur les aspects de recrutement, mais également sur les autres aspects que couvre le cabinet, en particulier les audits humains et organisationnels. Issu d'une formation scientifique, puisque je suis docteur en neurosciences, qui me permet très modestement d'avoir peut-être un regard un peu différent sur les aspects relationnels humains, et je m'arrête là. C'est vrai que parfois on a des divergences de vues sur le comportement humain, mais c'est intéressant, cette complémentarité est intéressante. Voilà. Allez, donc le plan du webinaire de notre rencontre d'aujourd'hui, 3 points faciles: le management Epiphyte, le management selon Napoléon et le management selon Jésus. Alors, ce webinaire va s'appuyer sur les trois derniers, pas derniers livres, mais les 3 principaux livres qui traitent du management que j'ai rédigé ou que nous avons rédigé avec Augustin Valero et Loïc Buyère. Le premier, c'est sur le management Epiphyte. Le deuxième, c'est le management selon Napoléon. Et le troisième, le management selon Jésus. Ça tombe sous le sens. Donc, tout d'abord, le premier point et le premier livre, le management Epiphyte. Alors, c'est quoi le management Epiphyte? Moi, j'étais impressionné par Boris Cyrulnik et par son concept de résilience. Je me suis dit qu'il avait fait très fort, ce Boris Cyrulnik. Il est très compétent, bien sûr, mais je crois que sa notoriété, elle est liée en partie au fait qu'il se soit appuyé sur une loi naturelle. La loi naturelle, c'est la résilience. C'est-à-dire, on prend une barre métallique, on la tord, et au bout d'un certain temps, en fonction de certains paramètres, elle redevient, entre guillemets, à peu près normale. Et donc, il explique comme ceci le fait que des enfants violés, violentés, ou des personnes ayant subi des traumatismes puissent se reconstruire. Voilà, c'est le concept de la résilience. Et je me suis dit, c'est pas bête ça. Partir d'une loi naturelle et l'appliquer à la vie quotidienne, c'est intéressant. Et je me suis dit, et s'il existait une loi naturelle, pareil dans le management. Et j'ai pensé à la différence qu'il y a entre les plantes parasites et les plantes
épiphyte. Pour faire simple, la plante parasite se développe sur un tronc en lui piquant la sève. C'est le principe du gui. Le gui se développe sur un tronc et lui pique la sève, alors que la plante épiphyte se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. C'est l'orchidée. L'orchidée se développe sur un support. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans nos familles et dans nos entreprises, nous avons aussi bien des plantes parasites que des plantes épiphytes. Dans la famille, la plante parasite, ben, c'est le petit-neveu Tanguy, vous savez, celui qui vit au crochet de la famille. Voilà. Et puis, dans nos entreprises, on a des gens qui sont placardisés, on ne dit pas que ce sont des parasites, mais ils sont placardisés, mais qui plombent quand même l'entreprise et qui font rien. Et à l'opposé, on a dans nos familles des jeunes à fort potentiel qu'on peut comparer à des plantes épiphytes qui vont se développer si on les aide, si on joue le rôle de support. Et dans nos entreprises, c'est pareil. Nous avons des jeunes à fort potentiel à qui on fait confiance, à qui on donne les moyens et qui peuvent se réaliser. Voilà. Et c'est cette loi naturelle que j'ai appliquée à l'entreprise et en créant le management épiphyte. Alors, Florian, je t'interromps, hein, puisque je suis là aussi pour ça et pour faire remonter à la fois les interrogations de toutes les personnes qui nous suivent et également peut-être explorer certaines questions avec toi. Moi, je me positionne, tu le sais bien, hein, dans le cadre d'un recrutement. Comment je peux distinguer une plante épiphyte d'une plante parasite quand je recrute? Parce que ça, c'est important quand même. Alors, dans le cas d'un recrutement, la plante parasite, je ne sais pas si tu vas l'identifier. En revanche, la plante épiphyte, celle qui a un potentiel, là, tu peux l'identifier. Et c'est là tout l'intérêt du concept d'épiphyte. C'est-à-dire que très souvent, les employeurs sont frileux. Très souvent, les employeurs recherchent des clones. C'est-à-dire que s'ils recherchent un chef des ventes, eh ben, ils vont auditionner des candidats qui ont déjà une expérience d'encadrement commercial. Alors que la plante épiphyte, ça sera le bon commercial qui n'a pas encore exercé une fonction d'encadrement et qui pourrait jouer demain le rôle de chef des ventes. Voilà. Et donc là, le regard du manager épiphyte, c'est celui de quelqu'un qui va anticiper, hein, qui va apprécier le potentiel autant que les compétences, voire dans certains cas, plus le potentiel que les compétences. Est-ce que je suis clair dans ma réponse ? Très clair. Je rebondis juste par rapport à un autre élément et ensuite je te laisse dérouler ta présentation. Tu dis un management épiphyte, donc la plante épiphyte qui va s'appuyer sur un support. Mais encore faut-il que dans l'entreprise, il y ait un support, j'ai envie de dire, valable, un support qui apporte ce soutien à la plante pour qu'elle puisse se développer. Remarque très pertinente. On a besoin des deux. C'est évident, hein, on a besoin des deux. On a besoin de deux gens qui jouent le rôle de support, hein, et qui vont aider les autres à grandir. Et on a besoin de potentiel. Pour moi, le rôle d'un manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. Le secret, c'est ça. C'est faire grandir ses collaborateurs. Donc, jouer le rôle presque paternel, en fait, hein, de le prendre par la main, de l'aider, en fait, hein, de le mettre sur le vélo et de le conduire un petit peu, hein, pour l'aider à partir, à être autonome demain, en fait. Hein. Mais il y a cette notion de faire grandir et de ne pas avoir peur de quelqu'un qui va, soit qui est trop faible, soit qui semble trop fort. Moi, j'ai l'exemple d'un cas où j'avais présenté 3 candidats à un client qui cherchait un chef des ventes. Je présente 3 candidats à mon client. Mon client, c'est le patron et c'est le directeur commercial. Et parmi les 3 candidats que je présente, il y avait un candidat qui avait une belle paire de bras, tu vois, une forte autorité naturelle. Et quand ce gars-là s'est présenté, j'ai vu dans le regard du directeur commercial la trouille. Ce gars, il s'est dit, oulala, mais si on embauche ce type-là, il va me bouffer. Il va me bouffer. Et je regardais le patron, qui lui avait un regard vraiment intéressé, qui se disait, oh là là, il m'intéresse ce candidat. Si je le recrute, peut-être que demain, si mon directeur commercial me fait défaut, ben, il pourra le remplacer avantageusement. Voilà. Donc, si en théorie, on se dit, bien sûr qu'il faut aider les gens à grandir, à se développer, mais des fois, parfois, on en a peur. Et on a des employeurs qui se protègent en évitant d'embaucher quelqu'un de trop diplômé, avec une trop grande expérience. Alors, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai en politique. Hein. On a souvent des présidents de la République qui hésitent de prendre des premiers ministres avec une trop forte personnalité. Ils préfèrent quelqu'un
qui sont un peu en dessous, hein, si tu vois ce que je veux dire, en fait. Hein. Tout à fait. Donc voilà le concept du management épiphyte. Alors, tout ceci pour quoi faire? Tout ceci pour illustrer ma définition du management. Alors, dans le bouquin que j'ai rédigé, la définition est explicitée. Cette définition du management, c'est une définition pédagogique pour approfondir chaque point et détaillée en plusieurs pages. Hein. Donc, c'est vraiment une définition très, très didactique. Donc, le management, c'est le pilotage des ressources humaines dans le cadre d'objectifs et de règles du jeu clairement identifiés, en prenant en compte équitablement la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. Ouf. Bon, ça, c'est la belle définition très, très complète qui mérite un très long développement. Pour faire plus simple, le management, c'est comment faire à plusieurs un travail. Voilà. Comment l'organiser pour que le travail soit accompli. C'est ça, en fait. Et ça, c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai dans une association, entre amis, dans notre famille, en fait. Hein. Comment faire pour travailler ensemble et atteindre ensemble un résultat. Voilà. Ça, c'est la... Mais Florian, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu crois que c'est toujours possible, si je reprends ta définition, de prendre en compte équitablement la satisfaction des salariés et la performance des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts divergents? Apparemment divergents. Et c'est la difficulté et la beauté de l'art du management, en fait. Hein. C'est concilier les extrêmes et trouver le point de convergence, en fait. Hein. C'est faire ensemble quelque chose. C'est partager des intérêts communs, avoir un projet commun et pas s'opposer. Hein. L'employeur n'est pas opposé aux salariés et vice-versa, en fait. Hein. Donc, on est tous dans la même galère, en fait. Hein. C'est pour ça que ma définition, elle est subtile. C'est un pilotage. Hein. On est sur un même bateau. Et on part de quelque part et on va ensemble quelque part. Donc, cette notion de « c'est ensemble qu'on va faire les choses ». Et il faut bien expliquer en permanence, et le rôle du manager, c'est d'expliquer en permanence que les intérêts sont conjoints. Les objectifs sont conjoints. On a un projet d'entreprise, on a des moyens, on a des intérêts, et les intérêts, ben, il faut les faire converger. Il y a une remarque de Bruno qui est très, très intéressante, qui dit « Vous venez d'illustrer la différence entre un manager qui aura peur du talent de ses collaborateurs et le leader qui sera au service du talent de ses collaborateurs. » Oui. Est-ce que tu partages ce point de vue? Je vois la belle question qui est bien balancée. Disons que le leader, c'est celui qui va dire allons-y. On verra après qui était un leader, en fait. Hein, qui va dire allons-y et non pas allez-y, en fait. Hein. Donc, le leader va d'un point de vue charismatique, prendre l'ensemble de son équipe avec lui, en fait, hein, pour la faire avancer, en fait. Hein. C'est vrai qu'il n'aura pas peur. Hein, au contraire, il va être mis en avant, en fait. Hein. Mais le manager, il a des comptes à rendre sur les résultats de l'entreprise. Et c'est ça qui est important. Et on doit concilier les intérêts de l'entreprise avec les intérêts personnels. C'est la grosse difficulté. Et on doit arriver à un équilibre. C'est le plus dur, en fait. Hein. C'est le plus dur. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est le plus dur. Alors, pour moi, excusez-moi. Pour moi, si on devait définir le management épiphyte, je dirais que ce qui caractérise le management épiphyte, c'est le fait de faire confiance au potentiel. Voilà. De ne pas s'appuyer uniquement que sur des compétences, mais c'est identifier l'émergence de gens qui, demain, pourraient faire la même chose, voire mieux que ceux qui existent actuellement. Et c'est le fait de faire grandir ses collaborateurs. C'est ça le principe du management épiphyte. Mais bon, je le détaille bien dans le livre, en fait. Hein. Alors, comment faire grandir ses collaborateurs? Bon, j'ai identifié cinq techniques qui sont classiques, hein, qui ne sont pas révolutionnaires, en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est les utiliser tout ensemble, ces techniques-là, en fait. Hein. La première des techniques, c'est la pédagogie. Eh ben, on doit expliquer en permanence ce qu'il faut faire. Peut-être que les managers aujourd'hui ne prennent pas le temps d'expliquer en permanence ce qu'il faut faire à leurs collaborateurs. Ils pensent que c'est évident. Mais je te l'ai dit, hein,
Je te l'explique. Je t'ai envoyé un mail à ce sujet. Oui, non, enfin, c'est pas parce que j'ai envoyé un mail à ce sujet que le collaborateur va le faire, en fait. Hein. Donc, la pédagogie consiste en permanence à expliquer ce qu'il faut faire. Deuxièmement, l'exemplarité. L'exemplarité, montrer ce qu'il faut faire, ne pas être pris en défaut. Hein. C'est bien dire ce qu'on va faire, mais en plus faire ce que l'on va dire, en fait, ce qu'on a dit, en fait. Hein. Donc, l'exemplarité, c'est fondamental. Troisièmement, les décisions, elles sont meilleures quand elles sont prises de manière groupale. Donc, c'est le principe de la dynamique de groupe. Que le manager tranche, décide à la fin, mais il faut que cette solution, elle soit issue d'une dynamique de groupe. Quatrièmement, rappeler ce qu'il faut faire, la répétition, c'est pas inintéressant en fait, hein, c'est pas de la redondance en fait. Hein, donc, répéter, 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 c'est comme l'éducation de ses enfants en fait. Hein, il faut répéter en permanence. Et enfin, récompenser ce qui a été fait. C'est le principe de la reconnaissance qui est une valeur fondamentale dans le management que l'on va développer. Florian, juste sur l'un des points, la dynamique de groupe, je voudrais te faire réagir par rapport à ce point en particulier. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, quelque part, c'est un peu dévoyé? Je m'explique. De plus en plus, on peut assister dans certains milieux, et je pense en particulier peut-être au milieu politique ou dans certaines entreprises, où on réunit les gens, on leur demande ce qu'ils pensent, mais en fait, on sait déjà pertinemment où on va aller. Donc finalement, on fait semblant de faire participer les gens, mais tout est déjà calibré et on sait exactement où on veut amener les personnes. Donc, c'est du participatif qui est un peu dévoyé et du coup, les gens se méfient finalement des grandes messes, des grandes réunions où on va leur demander leur avis et ils se disent, mais finalement, à quoi ça va servir? Alors, la remarque est très pertinente, mon cher Laurent, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit de la manipulation et il ne faut pas qu'on arrive au résultat que l'on avait en tête auparavant, en fait. Hein. Si je prends un exemple très simple, rédiger une charte des valeurs dans l'entreprise. En général, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, l'employeur va rédiger sa propre charte des valeurs et va l'expliquer, voire l'imposer à ses collaborateurs. Ce n'est pas la bonne méthode. Peut-être que la bonne méthode consiste à réunir ses proches collaborateurs, ses principaux cadres, et au travers de la discussion que l'on va avoir avec ses collaborateurs, arriver à une liste de valeurs, en fait. Hein. Et l'intérêt, c'est que cette liste des valeurs qui va surgir, ce sera vraiment le résultat d'un entretien, d'un échange. Et ça sera issu des gens eux-mêmes. Et si c'est issu des gens eux-mêmes, ils auront à cœur de l'appliquer demain dans l'entreprise. C'est ce que je veux dire, c'est la force d'une décision collective, si elle est prise de manière intelligente et saine, ça sera mieux accepté, mieux suivi par la suite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout à fait. Mais si je suis dans ta ligne, ça veut dire aussi que du point de vue du chef, hein, je vais dire ça comme ça, chef d'entreprise ou du manager qui aura à gérer un groupe un gros projet, par exemple, ça veut dire faire le deuil, finalement, de sa propre volonté, de ce qu'il souhaite lui, et prendre le risque, quelque part, d'avoir des avis qui ne sont pas nécessairement convergents avec ce qu'il avait en tête. Mais je rebondis par rapport à ma définition. On doit bien trouver l'équilibre entre la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. Et voilà. Et donc, le bon manager, le bon chef d'entreprise, puisqu'il a aussi le rôle de manager, c'est celui qui arbitre entre les deux. Satisfaction des salariés et performance de l'entreprise. Quitte à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises spontanément au départ, mais qui finalement, avec l'intérêt de l'entreprise, on va l'adopter en fait. Hein. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on a 45 minutes et on a trois points, mais c'est intéressant comme remarque en fait. Hein. Voilà. Allez, deuxième point important, le management selon Napoléon. Alors, management selon Napoléon, donc qui a donné lieu à ce beau livre rédigé avec Alain Pijard. Alors là, je dirais que
la genèse de ce livre est assez amusant, puisque j'avais invité, dans le cadre du cercle Montpellier-Cambacérès que j'anime, que je préside, j'avais invité un garçon qui s'appelle Alain Pijard. Alain Pijard est historien, docteur en histoire, prof d'histoire à l'université, président de Souvenirs napoléonien, qui nous a, ex-président de Souvenirs napoléonien, qui nous a fait une présentation sur la Légion d'honneur, Napoléon et la Légion d'honneur. C'était à l'époque où on m'a remis la Légion d'honneur, donc il était venu, il nous a fait un super exposé au château de Castries, c'était très très bien. Et puis j'ai dit à Alain Pijard, mais Alain, finalement, ce brave Napoléon, finalement c'était un manager, puisqu'il a recruté, il a formé, il a animé. Donc c'était un manager. Il me répond, oui, c'est vrai, c'est un manager. Alors j'ai dit, ce serait intéressant de faire un bouquin sur le management sur Napoléon. Ah, il m'a dit, pourquoi pas, ça ne s'est jamais fait, tu peux le faire. Alors j'ai dit, moi ce que je voudrais faire, c'est faire un bouquin original. Je voudrais interviewer Napoléon à Sainte-Hélène, à la fin de sa vie. Ah, il me dit, ça c'est pas belle ça en fait, parce que, alors là, ça c'est vraiment jamais fait. Alors je dis, voilà, et moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit toi qui joue le rôle de Napoléon, et moi le rôle de l'intervieweur. Ah, alors là, il a été emballé. Donc, je suis allé passer 2 jours à Dijon, puisqu'il habite Dijon. Je l'ai interviewé pendant ces 2 jours, et on a fait ce beau livre, en fait, sur le management selon Napoléon. Voilà. Donc, interview. Et grâce à cette interview, j'ai pu identifier 7 piliers de management. Alors, ces 7 piliers de management, on va les détailler. Et comme par hasard, le premier pilier de management, c'est sur Napoléon, c'est le management épiphyte. Ce concept de management épiphyte. Alors pourquoi je commence par le management épiphyte en ce qui concerne Napoléon? C'est que vraiment, lui, Napoléon, il a vraiment illustré le fait de miser sur des potentiels. Il n'a pas fait comme tous les généraux, si tu veux, ne sont pas comme dans les armées étrangères, issus de l'aristocratie, donc des gens d'un bon niveau, qui ont fait des études. Au contraire, Napoléon, lui, a choisi des gens simples, des gens du peuple, sans formation initiale, mais dans lesquels il avait décelé un sacré potentiel. Et lui-même, il avoue, en fait, par exemple, de Delanne, le fameux maréchal d'Empire, qu'est-ce qu'il dit? Je cite, « Je l'avais pris pygmée, je l'ai perdu géant ». Ça veut tout dire, en fait. Quand il parle de Berthier, autre maréchal d'Empire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Un oisillon que je fais aigle ». Voilà. Je crois que Napoléon illustre bien cette notion il a joué le rôle de support par rapport à ces jeunes à fort potentiel, qui est très très jeune en fait, et il les a fait se développer, et il a eu de très très belles réussites. Il a pratiquement eu jamais aucun échec parmi ses généraux en fait, ou très très peu en fait. Donc voilà, premier exemple important, c'est amusant en fait, il a illustré avant l'heure le concept de management épiphyte. Deuxième pilier de management selon Napoléon, l'exigence. Alors, ça semble évident, tu vas voir qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ces 7 piliers. Ce qui m'intéresse, c'est quelles étaient les valeurs de Napoléon, et est-ce que plusieurs siècles après, ces valeurs restent d'actualité, et est-ce qu'on peut les utiliser dans l'entreprise? Voilà. Exigence. Alors, exigence, Napoléon était un bourreau du travail. Il bossait 14 heures par jour, 15 heures par jour. Il passait peu de temps à manger, peu de temps à dormir. Quand il dictait des lettres, il en dictait 4 ou 5 à 4 ou 5 secrétaires différents. Il était multitâche, en fait. C'était un boulimique du travail. Quand il partait à l'étranger dans sa calèche, il avait organisé son bureau dans sa calèche, en fait. Donc, il bossait en permanence, en fait. On a comptabilisé qu'il a dicté 40 000 lettres, ordres et décrets. Voilà. Donc, c'est un bourreau du travail qui était exigeant vis-à-vis de lui-même. Et donc, forcément, quand on est exigeant vis-à-vis de soi, on est d'autant plus exigeant vis-à-vis des autres, en fait.
Et justement, Florian, une remarque de Frédéric qui nous dit exigence souvent est souvent opposée à bienveillance. En ce qui concerne Napoléon, c'est clair en fait. C'est clair parce qu'il était très très carré en fait. Et comme il n'était pas entouré de gens qui lui tenaient tête, il avait quand même pas mal de courtisans autour de lui. Forcément, ben, il faisait bosser en fait. Voilà, c'est l'exigence. Je ne dis pas qu'il faille prendre à la lettre le comportement de Napoléon. Je dis cette notion d'exigence, elle est importante parce que ça va influencer le troisième pilier, qui est l'exemplarité, en fait. Il y a une certaine congruence et une certaine complicité entre son comportement et puis ce qu'il attend des autres. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Cette volonté d'aller tous ensemble et de la même manière vers un but, il incarne bien Napoléon, en fait. Napoléon l'incarne bien. Il mouille sa chemise, en fait. Donc, il est exigeant. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Voilà. Exigence. Alors, c'est vrai que la bienveillance, ce n'était pas sa priorité. On est bien d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus, son mode de management. Même, je pense que ça ne passerait plus. Ça, c'est clair. À charge, à nous, à trouver bonne manière pour mettre le curseur là où il faut. Voilà. Troisième pilier, l'exemplarité. Et oui, l'exemplarité. Il montre l'exemple. Au pont d'Arcole, il prend le drapeau et il y va en fait. Il ne dit pas allez-y, il dit allons-y. Et ça, c'est symptomatique du leader. Il prend la casquette leader plus la casquette manager en fait. Donc, il est irréprochable. Il est exemplaire en fait. C'est un impulseur. C'est un impulseur qui donne l'exemple, qui innove, qui motive, qui n'est pas passif en fait. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur Napoléon dans son rôle de général, puis après dans son rôle de consul, puis après d'empereur. Mais dans l'entreprise, on s'aperçoit que les collaborateurs, ils adhèrent d'autant plus facilement à quelqu'un qui est devant eux, qui n'est pas derrière eux. Le directeur commercial, s'il ne va jamais sur le terrain, il ne sera pas crédible. Je crois que la crédibilité d'un manager vient de son côté exemplarité. Que dit Clément Dagneau? Aujourd'hui, un manager qui bosse 15 heures par jour n'est plus un modèle. N'est plus un modèle. Alors, on peut être exigeant et exemplaire sans bosser 15 heures par jour, mais peut-être d'une autre manière. Peut-être que en télétravail, par exemple, on peut montrer l'exemple d'une organisation qui soit duplicable à d'autres. Ce que je veux dire, c'est pas lié à la quantité d'heures de travail, on est bien d'accord en fait. C'est l'exigence et l'exemplarité sont liées à un certain comportement qui n'est pas irréel, qui est concret, qui est reproductible. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en fait. C'est pas artificiel. C'est ce que je veux dire en fait. Et dans l'entreprise, on a besoin de choses concrètes. Et les collaborateurs le comprennent très vite. Ils le voient de suite en fait. OK. Quatrième pilier du management, le contrôle. Alors là, il était fortiche le camarade Napoléon, parce que il avait compris que pour diriger un pays, il fallait tout contrôler. Et il a créé des systèmes de contrôle, que ce soit avec les préfets, que ce soit avec la franc-maçonnerie, que ce soit partout en fait. Il a contrôlé les journaux, il a contrôlé l'information, voilà. Alors,
Aujourd'hui, pareil, quelqu'un va souvent réagir en disant « Ah bon, le contrôle, comment on va faire dans l'entreprise en 2022 ?» Ça semble aberrant, en fait. Hein. On va se prendre les syndicats, on va se prendre un prud'homme à tous les coups. Il faut un tableau de bord dans l'entreprise aujourd'hui. Il faut des chiffres. Il faut voir l'évolution. Il faut contrôler l'évolution. Alors, c'est dans quel esprit est fait ce contrôle? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est pour améliorer l'existant? Si c'est dans ce cas-là, bien sûr qu'il faut un contrôle. C'est un point de départ pour pouvoir améliorer les choses. Si c'est pour fliquer les gens, ça a peu d'intérêt. On est bien d'accord, en fait. Hein. Donc, Napoléon avait bien compris que une des clés de sa réussite, c'était le fait de bien tout contrôler. Et est-ce que tu ne penses pas que si on met conjointement à la fois exigence et contrôle, on ne bascule pas sur un système assez directif et assez étouffant finalement pour les personnes? Prenons un exemple très très simple, comme ça au moins ça sera… Voilà. Imagine quelqu'un un collaborateur qui arrive tous les matins en retard. Bon, il arrive tous les matins en retard. Que vont dire les collègues? Que vont dire les collègues de cet employé-là? Ils vont râler. Ils vont dire, mais comment? Le mec, il arrive en retard et on le laisse faire? Mais que fait le chef? Que fait le manager? Et donc, le manager, il est obligé d'avoir une certaine exigence vis-à-vis de ce retardataire systématique, de contrôler, de trouver un système pour améliorer l'existant. Il constate un dysfonctionnement, il doit tout faire pour améliorer l'existant. Il doit tout faire, d'une part, pour améliorer l'individu lui-même. Peut-être qu'il y a des problèmes d'organisation, de problèmes personnels. Et puis également, il doit tout le faire pour apaiser le climat social. Parce que laisser faire quelque chose qui va mal alors que les autres collaborateurs vont râler, c'est pas bon. Est-ce que je suis clair dans cet exemple-là, très simpliste en fait, hein? Mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein. Mais là, ça fait appel à un sentiment de justice en fait. Mais c'est ça, hein, pour moi, le contrôle, c'est bien dans le cas de la justice, en fait. Hein, c'est pas pour fliquer, en fait. Hein, c'est bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Disons que c'est pour améliorer l'existant. Voilà, moi, je préfère cette formule qui est peut-être floue, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire, en fait. Hein, c'est améliorer l'existant. Il faut voir ce qui ne se va pas et ne pas rester dans le constat. Parce que parfois, vous avez des employeurs qui vous disent « Ben oui, Dupont, il est comme ça, il arrive tout le temps en retard. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses faire? Si tu laisses faire, ben voilà, on laisse Poutine, quoi. On le laisse faire. Qu'est-ce que tu fais après? À un certain moment, ça va clasher. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre pour avoir un clash. Sur le chat, il y a bien évidemment, tu dois t'en douter, beaucoup de réactions, et notamment sur le contrôle et la confiance. Oui. Est-ce que contrôler et surcontrôler, ce n'est quand même pas, quoi qu'en dise l'adage, une marque de méfiance? Non, ce n'est pas une marque de méfiance. Je crois qu'il faut que les règles du jeu soient bien édictées au départ, en fait. Hein. On va expliquer comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne le service. Et il faut que ces règles du jeu soient en permanence rappelées, répétées et rappelées, bien sûr. Je reprends, moi, la définition initiale de management, c'est faire ensemble un certain travail. Voilà, il faut que le travail soit fait. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire en termes de délai, de coût et de qualité. Hein, ce sont les trois points sensibles sur la manière de faire ensemble le travail. Et le management consiste justement à éviter les dérives en termes de coût, de délai et de qualité. Bien sûr. Et il faut des règles du jeu. Et ces règles du jeu, il faut qu'elles soient bien, il faut qu'elles soient écrites. Personne ne les écrit. Et c'est un tort. C'est un tort. Moi, souvent, j'interviens dans l'entreprise pour créer avec mes clients des règles du jeu. Et pareil, ces règles du jeu, plutôt que de les imposer, je préfère qu'elles soient issues de l'ensemble des salariés. Parce que si ces règles du jeu sont issues des salariés, ils vont les appliquer plus facilement. C'est évident. C'est du bon. Le management, ce n'est que du bon sens. Voilà.
Et encore faut-il partager ce bon sens avec les autres. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait, hein, mais l'idée, c'est ça. Contrôle. Cinquième, la réactivité. La réactivité, ça caractérise bien Napoléon. Napoléon est l'homme des décisions. Et des décisions rapides, en fait. Hein. Il ne connaît pas la procrastination. Lui, reporter à demain, non. Il décide de suite. Et c'est vraiment l'apanage des chefs. C'est souvent ce que les salariés apprécient dans l'entreprise, c'est un chef qui décide, et qui décide vite. Les salariés n'aiment pas les gens qui disent « Oh là là, on va réfléchir, on verra ça demain. » Non, les salariés n'aiment pas ça, en fait. Hein. Ils veulent des réponses rapides. Après, il y a qui prend la décision et comment on prise la décision. On est bien d'accord, en fait. Hein. Mais cette notion de réactivité, elle est fondamentale. Et chez Napoléon, c'était vraiment un des leviers de son comportement, en fait. Hein. Par rapport à ça, Florian, est-ce que, du coup, toi qui as creusé un peu la vie de Napoléon et ce thème, enfin ce sujet de la réactivité, est-ce que tu penses que, du coup, en entreprise, il vaut mieux réagir rapidement au risque de se tromper plutôt que prendre beaucoup de recul pour essayer de trouver la meilleure des solutions? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais il y a sûrement un compromis à faire, en fait. Hein. Bon, il y a déjà le premier sentiment, hein, quand un collaborateur te pose un problème, soit par mail, soit en face à face, comment on réagit? Bon, moi, la première manière de réagir, c'est de dire « Qu'est-ce que tu proposes ?» Ça, c'est déjà la première, c'est systématique, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, mon collaborateur, il sait que lorsqu'il me pose un problème, il a intérêt à venir avec des solutions. Il faut que je l'aide à trancher. Il faut que je l'aide à choisir. Ça, c'est le rôle d'un manager. C'est choisir et trancher. Voilà. Donc, il faut que le collaborateur le sache. Hein. Et puisque si en permanence, j'agis comme ceci, il va déjà... Hein, ça va le calmer un petit peu. Il n'y a pas tous les jours me poser 10 problèmes différents. Hein, parce que c'est la solution du problème. C'est lui la solution. C'est pas moi. Voilà. Donc, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il m'envoie un problème par mail. Je ne sais pas lui répondre de suite. Plutôt que d'attendre le lendemain, ben, je vais lui répondre de suite. Mais non, demain, tu as une réponse. Mais la réponse, mon positionnement, si tu veux, il arrive de suite. Je lui réponds de suite. Je lui réponds que je l'aurai demain, ou dans 3 jours, ou dans ceci, ou dans cela. Mais il voit que je m'intéresse à lui et je vais l'aider à prendre une décision. Voilà, c'est ça la réactivité. Et Napoléon, s'il était boulimique, c'est parce qu'il était justement réactif. On a comptabilisé 200 réalisations majeures, civiles majeures en fait, hein, durant son règne. C'est-à-dire que ce soit le code civil, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit le conseil des prud'hommes, que ce soit les préfets, que ce soit les lycées, le baccalauréat, la Légion d'honneur. Il a créé tout ça en quelques années. Alors qu'aujourd'hui, quand on est content quand un président de la République prend une grande décision durant le quinquennat ou durant autrefois l'ancien septennat, on se dit « Ah, c'est merveilleux, la peine de mort, il a réalisé l'abolition de la peine de mort en 7 ans. Oh, 7 ans pour ça, ah, c'est bien, oui, bravo. Napoléon, 200 réalisations qui fonctionnent toujours. C'est inimaginable en fait. Hein. Donc il allait très très vite, très très vite. La réforme des retraites, ah oui, on va la faire, la retraite, dans quelques années, vous allez voir. Code civil, 1 an, 2 ans maxi, c'est bouclé. Ah, c'est ça la réactivité. 6, la congruence. Bon, la congruence, vous savez tout ce que c'est. Hein. C'est mettre en harmonie ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Ça, c'est important. Ça rejoint l'exemplarité. Voilà. Hein. Donc, je dis ce que je fais ce que je dis, etc., etc. Allez. Et on termine par la communication. Alors là, il a été fortiche. Napoléon. Parce qu'il a vite compris que pour bien communiquer, il fallait être bien informé, et que pour bien diriger, ben, il fallait communiquer. C'est évident. Il l'a compris de suite. Alors qu'il était simple général, en fait. Hein. Il a même utilisé les peintres.
Hein, on a tous, l'image de Napoléon au pont d'Arcole, en fait. Hein, voilà. Au pont d'Arcole, donc c'est Antoine Gendreau qui a fait ce tableau. Il a enjolivé la réalité, bien évidemment, en fait. Hein. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'avait pas le drapeau, machin, tout beau, etc., bien maquillé. Non, bien sûr que non. Hein. On est d'accord. Mais son tableau, ses reproductions ont été mises dans beaucoup de mairies de France, hein, dans les lycées. C'était exposé. Quand on voit Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa, hein, en Égypte, pareil, c'est Antoine Gendreau qui a fait ce tableau-là. Il va voir les pestiférés, il n'a pas peur. Hein, il mouille la chemise. Kouchner, qu'est-ce qu'il fait en 92 en Somalie avec son sac de riz? Il fait comme Napoléon, en fait. Hein. Il se met en scène avec son sac de riz. Et voilà, l'homme de terrain, en fait. Hein. C'est fabuleux. Il n'a rien inventé, Kouchner, en fait. Hein. Il a imité Napoléon, en fait. Hein. Quand on voit Napoléon qui franchit le Saint-Bernard sur son fidèle destrier, un super tableau de Jacques-Louis David, hein, c'est génial comme il traverse le Saint-Bernard avec sur son destrier. La réalité, c'est qu'il était sur un mulet. Il était à dos de mulet, Napoléon. Mais bon, il n'a pas dit au peintre, tu me mets sur un dos de mulet. Hein, ça ne le fait pas, ça, en fait. Hein. C'est pas valorisé. Hein, c'est d'accord, en fait. Hein. En revanche, on le voit, là, vraiment fabuleux. Voilà, ça, c'est la communication selon Napoléon. Le sac de Napoléon, voilà, pareil, hein, avec encore une fois Jacques-Louis David. Bon, c'est drôlement intéressant hein, comme élément de communication. Il retranscrit la réalité. Sa mère n'était pas présente lors de la manifestation. Ben, il a fait peindre dans son tableau. Donc, il enjolive la réalité et il communique sur sa réalité. Bon. Alors justement sur Napoléon, moi il y a quand même une citation qu'on lui attribue qui m'interpelle. Napoléon aurait dit « c'est avec des hochets que l'on mène les hommes ». Ça interpelle quand même. Il a tout compris en fait. Hein. Le docteur en neurosciences serait d'accord avec ça en fait. Hein. C'est le principe de la reconnaissance en fait. Hein. Bien sûr. Quand il crée la Légion d'honneur, c'est fabuleux la Légion d'honneur en fait. Hein. C'est reconnaître quelque chose à quelqu'un. C'est le mettre en avant par rapport aux autres, en fait. Hein. C'est le distinguer, en fait. Hein. Mais ce qui est génial avec la Légion d'honneur, bon, là, j'ai ma Légion d'honneur, sans rien dire, je véhicule une image de Napoléon. Je deviens l'ambassadeur de Napoléon. Et donc, à l'époque, il a transformé son environnement, ses proches collaborateurs, militaires, principalement militaires, et certains civils, en VRP. Il les a transformés. Avec des pins, en fait. Hein. C'est comme, je sais pas, l'insigne de Nike, en fait. Hein. Donc, c'est merveilleux, en fait. Hein. Voilà, ils transforment, les consommateurs sont transformés en ambassadeurs aujourd'hui. Mais que font les créateurs de marques aujourd'hui? Ben, ils font ce que Napoléon avait fait à l'époque, hein, tout simplement. En fait, hein, la Légion d'honneur, c'est l'insigne de Nike. Hein, c'est pareil, en fait. Hein, c'est identique. C'est un novateur au niveau de la communication. Et le point fort, le point culminant de la communication de Napoléon, ben, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Il a créé sa légende, il a forgé sa légende à Sainte-Hélène grâce à Lascaz, en fait. Hein, grâce à lui, il a dicté ses mémoires, il a enjolivé, on est bien d'accord. Mais c'est comme tout le monde, en fait. Hein. Enfin, certains enjolivent la vérité. Bon, bref. À ce niveau-là, on peut presque plus parler de propagande, c'est ce que dit Philippe, que de communication. C'est de la propagande. Alors, dans l'entreprise, quels que soient les produits que je vends, produits dans le bâtiment, dans la santé, ben, je dois quand même valoriser mes produits et je vais communiquer sur mes produits. Alors forcément, les concurrents vont dire « oui, c'est de la propagande ». Oui, taratata. Hein. Bon, je les valorise et je les mets en avant. Voilà. Et lui, il a mis en avant ses actions pour justement avancer. Hein, voilà. Bon, voilà les 7 piliers de management que j'ai identifiés chez Napoléon. Je ne dis pas qu'il faille les prendre tels quels. Je dis, si parmi ces 7, il y en a un ou deux qui vous intéressent bien, ben, essayez de comprendre pourquoi
ils sont encore d'actualité dans l'entreprise. Et pourquoi chez vous, avec votre personnalité, votre comportement, votre formation, votre expérience, vous avez intérêt à les utiliser. Voilà. Termine. Ça, c'est Napoléon. Troisièmement, je ne sais pas si on va respecter le temps. Hein. Tu ne m'en veux pas si je déborde un petit peu? Bon, enfin, je vais essayer. Moi, je ne t'en veux pas. T'es gentil. Troisième bouquin, Le management selon Jésus. De la même manière que j'ai identifié chez Napoléon un comportement de manager, je me suis dit que Jésus lui-même avait recruté, formé et animé une équipe de 12 personnes. Bon, c'est osé comme affirmation, je te l'accorde. Du reste, quand j'ai téléphoné à Emmanuel Pisani, qui est un dominicain que j'avais fait intervenir pareil au sein de mon association, le Cercle Montpellier-Cambacérès, pour lui dire: est-ce que tu veux jouer le rôle de Jésus? Et j'interviewerai Jésus lors de la scène, donc à la fin de sa vie. Est-ce que tu veux jouer le rôle de Jésus? Il a été flatté que je le lui propose, mais comme il m'a dit, j'habite maintenant Paris, c'est pas pratique. Téléphone à quelqu'un de ma part à Montpellier, un garçon qui s'appelle Hervé Ponceau, qui est comme moi dominicain, qui a fait HEC, qui est docteur en théologie, qui a écrit des bouquins aussi sur la théologie. Ça va peut-être l'intéresser. J'ai appelé donc Hervé Ponceau. Donc là, j'en suis à la jeunesse du livre. J'appelle Hervé Ponceau et j'explique à Hervé Ponceau que je voudrais l'interviewer pour qu'il joue le rôle de Jésus et pouvoir son mode de management. Et là, j'ai eu un blanc. Je l'ai imaginé, un blanc. J'imagine la surprise d'Hervé Ponceau. Et vous voulez que je sois, moi, Jésus, c'est ça? Ce que vous dites, monsieur? Je dis oui, c'est tout à fait ça. Il a dû se dire, il est starbé, le gars, en fait. Hein. Bon, bref, il m'a demandé d'aller. C'est osé parce que ça veut dire dans ton histoire que Jésus, finalement, on peut l'assimiler à un chef d'entreprise. Et si on est dans cette logique-là, ça veut dire que les apôtres, c'est des commerciaux. Saint-Pierre, on va dire que c'est le DIRCO, hein, le directeur commercial. Enfin, voilà, si on fait vraiment l'analogie. Alors, bon, bien sûr, c'est la paire de lunettes qui est un petit peu décalée, en fait. Hein. Moi, ce qui m'a intéressé, je vais te faire une confidence. Je ne sais pas si... C'est entre nous, il n'y a personne. C'est entre nous. Il n'y a que 300 participants. Entre nous, je ne sais pas si Jésus n'était qu'un homme, si c'était le Fils de Dieu, si c'était Dieu. Je ne sais pas. Alors que je sais que pour certains, c'est important de répondre à cette question-là. Moi, je me dis, il y a plus important que ça. Et le plus important, ce sont ses valeurs. Et moi, ce qui m'intéresse chez Jésus, ce sont ses valeurs. Et je me suis dit, est-ce que 2000 ans après, les valeurs de Jésus existent et est-ce qu'on peut les utiliser? Et ma réponse est oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. C'est d'identifier quelles étaient les valeurs porteuses du comportement de Jésus et est-ce qu'on peut les utiliser? Voilà. Et je veux pas faire entrer la religion dans l'entreprise, loin de là en fait. Hein. Moi, je m'intéresse aux valeurs. Et ça, c'est fondamental. Et donc, Hervé Ponceau, il a compris mon message. Il a accepté de jouer le jeu et je l'ai interviewé et on en a fait ce bouquin. Et grâce à Hervé Ponceau, j'ai identifié 7 piliers importants de management qui sont surprenants. Enfin, dans aucun bouquin de management, on va voir ces 7 piliers. Notamment, voilà, donc c'est Hervé Ponceau qui est un dominicain fort sympathique et surtout très, très compétent en fait. Hein. Voilà, merci Hervé. Voilà. Et donc, on a identifié 7 piliers. Premier pilier important, l'amour. Alors, dire en entreprise, l'amour est une technique managériale, dans aucun bouquin de management, j'ai vu ça. Aucun. Et il faut oser pour l'écrire en fait. Hein, Et pourtant, si un manager n'aime pas ses collaborateurs, s'il ne se soucie pas de leur vie, de leur bonheur, s'il ne les aide pas à progresser, s'il ne les accompagne pas, il ne pourra jamais les manager. Le management à la schlag, c'est terminé. Je ne sais pas si ça a marché autrefois, mais aujourd'hui, ça ne marcherait absolument pas. Il faut aimer ses collaborateurs, comme il faut que le commerçant aime ses clients. Ça me semble évident, en fait. Hein. Et pourtant, je le répète, hein, dans aucun bouquin de management, on a eu simple.
Voilà. Donc, pour moi, c'était très important de l'écrire, de le dire. Et je me suis aperçu que depuis que je le dis, dans l'entreprise, j'entends les témoignages qui me disent « tu as raison, hein, tu as raison », parce que c'est fondamental. Alors, on ne le dit pas avec ces mots-là. Bien sûr, on y fait passer autre chose, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est important. Et autant le dire, l'amour, j'aime les gens. Voilà, il faut aimer les gens. Moi, dans mon métier, en tant que conseiller en recrutement, il faut que j'aime les gens. Je ne pourrais pas recevoir des candidats souvent si je n'aime pas les gens, si je n'aime pas les rencontrer, les découvrir. Voilà, cette notion d'amour, pour moi, elle est importante. Et pour Jésus, c'est ce qui a dicté en grande partie sa conduite. Deuxième pilier, le pardon. Voilà. Donc, Jésus, il tend l'autre joue. Hein, voilà. Le pardon. Pareil, dans l'entreprise, dans un bouquin de management, jamais tu as le pardon comme technique managériale. Et pourtant, le pardon, pour moi, c'est le côté symptomatique. Enfin, il décèle ou il met en exergue un dysfonctionnement. Il y a eu une erreur commise. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? Une erreur commise. Pourquoi il y a eu une erreur commise? Peut-être que la personne était mal formée. Peut-être qu'elle n'avait pas les moyens pour réussir. Peut-être que l'équipe a dysfonctionné. Donc pour moi, l'erreur, c'est une alerte, hein, une alarme pour dire attention, il y a un problème. On va ensemble le résoudre afin que ça ne va pas se renouveler. Donc pour moi, une erreur, ça se pardonne, alors que la faute, si elle se répète, hein, la faute, elle, au contraire, doit être bien sanctionnée et on doit être intransigeant là-dessus. Là, l'exigence de Napoléon, cette fois-ci, on va la trouver au niveau de la faute, en fait. Hein. Est-ce que je suis bien clair, en fait, hein, parce que c'est important, en fait. Hein. L'erreur est humaine, bien sûr. Ce qui est le plus délicat, c'est où tu mets le curseur. C'est-à-dire qu'une personne qui va commettre une fois une erreur, on comprend que c'est pardonnable, mais si elle refait la même erreur ou d'autres erreurs et que c'est toujours la même personne qui commet des erreurs, jusqu'où doit aller le pardon? C'est là où il y a le Non, excuse-moi, et je complète ma question. Jusqu'où doit aller le pardon sans qu'il y ait de sentiment d'injustice pour reboucler par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais si on a bien expliqué à la personne concernée qu'une fois c'est bon, mais pas deux fois, bonjour les dégâts, on va lui expliquer. Hein. Alors là, il y aura une sanction, forcément. Soit une mise à pied, soit un licenciement, il y aura quelque chose en fait, un blâme, ce que l'on veut en fait. Hein. Enfin, il y a différentes graduations de sanctions. Hein. Mais au niveau de l'équité, au niveau de ce qui se passe autour, il faut agir en fait. Hein. Et c'est le rôle de la responsabilité du manager que d'agir et de prendre une décision. Souvent, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais il faut les prendre en fait. Hein. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse. Je suis un peu embrouillé par mon brume en fait. Hein. Mais l'idée, c'est ça en fait. Hein. Donc, il y a l'amour, il y a le pardon. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi juste le statut de l'erreur qui est peut-être mal considéré en France et qui mériterait aussi d'avoir un autre statut parce que c'est par les erreurs aussi qu'on arrive à grandir, y compris au sein de l'entreprise. C'est pas parce qu'un collaborateur a fait une erreur que nécessairement aussi c'est de sa faute, peut-être parce qu'il y a des process qui sont peut-être pas appropriés et ça permet de faire émerger, de mettre en lumière un dysfonctionnement. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit en préalable en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est une notion importante. Une erreur est intéressante parce que ça dévoile quelque chose, ça révèle quelque chose en fait. Hein. Tout à fait. Mais il faut expliquer, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise où l'erreur est acceptable. Parce que si l'erreur n'est pas acceptable, ça va couper les ailes des collaborateurs. Il faut qu'ils fassent preuve d'initiative. Et donc, faire preuve d'initiative, c'est parfois se tromper. Mais c'est pas trop grave. Mieux se tromper et avoir essayé plutôt que de ne pas se tromper et sans rien faire. Et être dans l'immobilisme. Voilà. Et ça, c'est nul en fait. Hein. Donc, il faut favoriser les collaborateurs à ce qu'ils s'expriment, à ce qu'ils agissent en fait. Hein. Donc, ça, c'est important. Alors, la troisième notion, elle rejoint un petit peu ce qu'on a dit, ce que tu as dit en fait. Hein. Il faut que la décision soit équitable parce qu'il y a un environnement, hein, bien sûr.
Et Jésus, lui, en fonction il aidait peut-être plus les faibles et les pauvres que les grands et les riches, en fait, hein, parce qu'il essayait d'avoir une relation équitable, pas égalitaire. C'est pas le but, en fait, hein, c'est équitable. Et en entreprise, c'est pareil. On doit aider les gens en fonction de leur expérience, de leur comportement, de leur passé, et pas de manière… Malheureusement, notre code du travail, lui, entraîne une certaine égalité. Voilà, la parité, le même salaire, le même… Ouais, d'accord. Bon, ça, c'est le côté droit du travail. Pour moi, l'équité est une notion beaucoup plus riche, beaucoup plus managériale, plutôt que la simple égalité. 4, la congruence. Encore une fois, on le retrouve, comme tout à l'heure, en fait, hein, chez Napoléon, c'est mettre en harmonie ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, c'était vrai pour Jésus, hein, et c'est vrai, bien sûr, en entreprise, je ne le redétaille pas. 5, l'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de dire ce que l'on pense, c'est-à-dire, si c'est bien, on dit que c'est bien, et si c'est mal, on dit que c'est mal. Voilà, c'est ça l'assertivité. Sans état d'âme, en gérant ses émotions de manière identique. Alors que souvent le manager, c'est facile de distinguer un dysfonctionnement, il va le dire, alors que lorsque c'est bien, le travail est bien fait, il va pas le dire spontanément. Et c'est dommage. Je crois que dans tous les cas de figure, que le travail soit bien fait ou mal fait, il faut réagir, en fait, hein. C'est ça l'assertivité. Il faut s'exprimer. Et quand on a créé cette culture dans l'entreprise, les collaborateurs le comprennent très bien et ça favorise le dialogue, ça favorise l'expression. Pour moi, l'assertivité est une notion hyper importante, surtout lorsqu'elle s'accompagne de bienveillance. Voilà. Pour moi, l'assertivité va de pair avec la bienveillance. Et c'est du reste le 6e pilier que j'ai décelé chez Jésus, c'était ce côté bienveillant, hein, aider les autres, hein, respecter les autres, accepter leurs différences. Et dans l'entreprise, c'est pareil. On doit accepter les différences de chacun. On ne doit pas imposer quelque chose à quelqu'un. On doit l'aider à découvrir. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est le même finalement que pour Napoléon, c'est la communication. Et la communication, Jésus, volontairement ou involontairement, c'était un très grand communicant. Et sa plus grande des techniques, à Jésus, tu la connais, hein, c'est la parabole. Et la parabole, c'est drôlement bien, en fait. Hein, c'est de manière imagée, faire passer un message. Le but, alors, oui, mais excuse-moi, là aussi, alors en parlant de Jésus, je vais me faire l'avocat du diable. Parler de la parabole, d'accord, mais imagine un manager qui parlerait à ses équipes en parabole. La parabole, ça ouvre à plein d'interprétations possibles. Le premier niveau, le deuxième niveau, etc. etc. Donc, on est plus sur de la communication presque symbolique que de la communication directement efficace au sein de l'entreprise. Alors, on va pas prendre une parabole à l'identique, on va prendre des images. Le manager va prendre une image. Le collaborateur, très souvent, il dit « Chef, je ne peux pas vendre parce que mes concurrents, ils vendent moins cher. Ils vendent moins cher le même produit que nous. Ils vendent moins cher. Donc forcément, je ne peux pas le faire. Si on baissait les prix, ça serait bien. » Et là, le manager, par exemple, là, je donne un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, va dire « Ok, une 2 chevaux et une Mercedes, ce sont 2 voitures. On peut faire le même trajet Montpellier-Paris en 2 chevaux ou en Mercedes. C'est normal que le prix soit différent, bien sûr. Donc, nos produits sont peut-être plus élevés que les autres, mais est-ce que c'est vraiment le même produit? Voilà. Ça, c'est une image. Hein, c'est une image. Donc, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans la vie publique. Dans la vie publique, il y avait un homme politique français qui s'appelait Michel Debré. Lui, il souhaitait une natalité plus grande en France. Il trouvait que les Français ne faisaient pas beaucoup d'enfants, et donc il a voulu expliquer qu'il fallait faire davantage d'enfants en France. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce brave homme, il y a quelques années, à de nombreuses années même? Il a dit
En France, chaque année, on fabrique davantage de cercueils que de berceaux. On fabrique davantage de cercueils que de berceaux. Voilà. Avec une seule phrase, ça remplace avantageusement un discours de 3 heures sur les problèmes de natalité et de démographie en France. C'est ça le principe de la communication, c'est ça le principe de la parabole en fait. Hein. C'est le principe de parler de manière imagée, c'est ça en fait. Hein. C'est donc bien réfléchir à ce que l'on va dire et ce que l'autre doit retenir. Et dans les journaux, quand tu prends un journal, les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu d'un discours de tel candidat une phrase. Voilà. Et cette phrase, comme le candidat, il sait qu'on va retirer une phrase, il a intérêt à la mettre en exergue, à la mettre en valeur, à la préparer, bien sûr. C'est ce qui est intéressant, en fait. Hein. 14h01, oulala, je vais me dépêcher pour terminer. Conclusion. Je crois qu'il faut bien se connaître. Il faut apprendre, il faut lire, il faut voir, il faut écouter, il faut comparer, il faut prendre du recul, il faut expérimenter, s'analyser, se former. En fait, ce qu'il faut faire en management, c'est créer sa propre méthode de management. Voilà. Ça, c'est important. Donc, moi, ce que je dis, intéressez-vous au management épiphyte, intéressez-vous au management selon Napoléon, intéressez-vous au management selon Jésus. Essayez de voir chez d'autres personnes des éléments dans leur comportement. Je sais pas, chez Gandhi, il y a souvent des choses intéressantes. Chez Mandela, il y a souvent des choses intéressantes. Chez Churchill, il y a souvent des choses intéressantes. Essayez d'aller piquer ailleurs des choses que l'on peut utiliser dans votre entreprise et chez vous-même, en fait. Hein. C'est ça le rôle. C'est comment utiliser. Voilà. Pour moi, la meilleure méthode de management, c'est la vôtre. Voilà. Et donc, il faut faire la synthèse. Moi, je vous conseille la chose suivante. Rédigez. Je dis bien rédiger, écrivez. Hein. Rédigez votre conception du management. C'est important. Voilà. Et puis, il faut relire en permanence ces écrits sur ses propres techniques. Ce n'est pas gravé dans du marbre, en fait. Hein. Et il faut y apporter en permanence des améliorations. Je crois qu'il faut que chacun d'entre vous, vous puissiez devenir votre propre manager. Voilà, c'est le concept de l'entreprise de soi. C'est un de mes futurs livres que je vais rédiger avec Yannick Bardi. Si Yannick, tu es actuellement dans notre webinaire, je te salue, toi qui es en Espagne, près de Figueras. Voilà, c'est ça, c'est l'entreprise de soi. On est chacun une entreprise, en fait. Hein. Voilà, afin que la force soit en vous et que la force vienne de vous. Wow. Voilà, mon cher Laurent. Eh bien, écoute, merci Florian. Je pense que nos amis ont également apprécié, en tout cas, c'est les retours qu'on peut lire. Un échange clair et en tout cas qui ouvre beaucoup de perspectives sur le management en entreprise. Super. Je suis un peu désolé parce que j'ai peut-être vu trop gros et donc 3 thèmes en l'espace d'un webinar, c'est peut-être un peu excessif. Mais bon, voilà, je suis exigeant. Écoute, on a 3 minutes de retard. Juste peut-être annoncer les prochains webinars. Tu as raison, puisque le prochain webinar sera animé par Augustin Valero, le jeudi 14 avril, pareil à 13h. Donc, mais où se cachent les bons candidats? Donc, découvrez nos secrets de chasseurs de tête. C'est Augustin qui va l'animer. Et puis, je reviendrai, moi, le 19 mai à 13h sur évaluer votre quotient spirituel pour mieux manager. Voilà. J'introduis une nouvelle notion. J'aime bien créer des concepts, en fait. Hein. Donc, après le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, j'ai créé ce que j'appelle le quotient spirituel. Parce qu'il y a des choses à apprendre, nous permettant de nous améliorer. Comment peut-on manager avec du spirituel? Voilà. Eh bien, écoute, je crois que c'est tout un programme et on sera nombreux pour assister donc le 14 avril et le 19 mai à ces webinars. Il est 2h05, on a dépassé de 5 minutes. Je pense que personne ne nous en voudra parce que c'est vrai que le thème était particulièrement riche. En tout cas, merci à toi, Florian, et merci à vous tous pour vos réactions sur le chat. Ok, que la force soit en vous et avec vous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.